atelier achat responsable qui consacre aujourd'hui à la charte et au label relations fournisseurs et achats responsables, et qui sera divisé en 3-4 temps. Donc, on aura une intervention présentation de ce label par le médiateur des entreprises, par monsieur Denoux. Et ensuite, nous aurons le retour de témoignages, retour de témoignages du ultramarin, hein, donc c'est l'île de la Réunion qui interviendra. Monsieur Serrier, bonjour, qui nous présentera le club relations fournisseurs qui a été mis en place sur l'île. Et on aura également le témoignage de deux partenaires de ce club. Donc, l'aéroport Roland-Garros, c'est une autre structure, une entreprise. Et on aura également le retour du RESA, qui est labellisé depuis quelques temps et qui nous présentera l'organisation mise en place pour suivre et mettre en œuvre cette labellisation. Donc, merci à tous les intervenants. Donc, on vous rappelle que ce webinaire est enregistré. On pourra vous envoyer le replay et le support. Donc, juste nous rapidement, donc on va co-animer, comme je disais, ce webinaire avec Anaëlle, que je pense que vous connaissez, un certain nombre d'entre vous, Anaëlle Mazin, qui est chargée de mission guichet vert. Donc moi-même, je suis chargée de mission à la mission d'appui au développement des clauses sociales. Donc moi, j'accompagne les acheteurs sur la prise en compte de considérations sociales dans leur marché. Donc, on va vous faire rapidement une petite présentation du GIP Maximilien de l'offre de service. Donc, le GIP Maximilien, c'est le service public d'administration électronique. Donc, on a 3 grandes missions. La première qui est d'accompagner les acheteurs publics franciliens dans la dématérialisation de leurs procédures achats. Donc, on est le service public de la publication des marchés franciliens. On travaille également en direction des opérateurs économiques, c'est-à-dire de rendre la commande publique plus accessible aux entreprises, notamment on pense aux TPE, PME. Et puis on a notre troisième mission qui nous rassemble aujourd'hui, qui est la promotion des achats responsables sur le territoire francilien. Donc, dans ce cadre, on accompagne les administrations publiques, les acteurs publics territoriaux et les entreprises dans la transformation numérique, hein, pour faire en sorte que leur marché, que les marchés puissent être accessibles, puissent être publiés le plus aisément possible pour l'acheteur public et puisse être consulté le plus facilement possible par les opérateurs économiques. Donc, dans ce cadre, on déploie une palette d'outils et de services mutualisés en direction des utilisateurs de notre plateforme. Donc, on a un profil acheteur, un parapheur, enfin, on a, voilà. En dehors de la plateforme, on a également toute une palette d'outils qui sont proposés à nos adhérents et aux entreprises. Et puis, c'est de mettre à disposition tous ces outils et ces services en tenant compte, des spécificités des utilisateurs. Donc, depuis octobre 2022, on a une offre de services achats responsables qui s'est enrichie dans le cadre du PNAD. Donc, depuis cette date, le GIP Maximilien anime le réseau francilien d'achat responsable au travers de 3 grandes missions. Donc, voilà, la mission sociale est la plus ancienne, hein, puisque la mission d'appui au développement des clauses sociales a été créée en 2016. Ensuite, nous avons une mission plus spécifique qui est la mission pour des achats publics circulaires et environnementaux, qui a été créée, qui a été active en 2023 et qui avait une approche sectorielle par famille d'achat. Donc, on va poursuivre, mais on met un petit peu cette mission entre parenthèses sur 2024. Et puis, on a le guichet vert qui permet de renseigner les acheteurs sur la prise en compte de considérations environnementales dans leur marché. Donc, on a un certain nombre de ressources et d'informations qui sont mises à votre disposition, notamment via notre site Internet. Donc, sur notre site Internet, on a un espace achat responsable qui est très riche. Donc, je vous invite à le consulter. On a également
une page YouTube où on a on met à disposition le replay de tous les ateliers qu'on peut réaliser. Donc, du côté social, on a également des ateliers, ce qu'on appelle des ateliers à tout close, qui sont à destination des acheteurs et qui sont voilà, divisés en deux temps et qui sont rediffusés sur notre chaîne YouTube. On a également une lettre d'achat, une lettre d'information trimestrielle qui est diffusée et qui vous donne un certain nombre d'informations. Et on a également un espace que l'on a créé sur la plateforme Rapide. Donc voilà, on a beaucoup d'outils et de communication sur l'achat responsable qu'on vous invite à consulter. Donc maintenant, je vais laisser la parole, à moins que, Anaëlle, tu souhaites compléter. Et Erika, sinon, je te remercie, mais c'est bon pour moi, on peut y aller. ok. Donc on va laisser la parole à Monsieur Denoux. Donc je vais peut-être arrêter mon partage, Monsieur Denoux, si vous avez un support à présenter. Mm. Oui, déjà, bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez bien? Bon, très On vous bien. entend très bien et merci pour votre participation. Alors, merci déjà de votre invitation. Juste une précision, je ne suis pas le médiateur des entreprises, parce que le médiateur des entreprises, c'est Pierre Pelouzet. Je travaille à la Oui. médiation des entreprises, donc auprès du médiateur, qui n'est pas d'usurpation d'identité, surtout que c'est enregistré. Et donc voilà, je suis responsable du parcours national des achats responsables et donc avec ma collègue, on traite, comment dire, on travaille sur le sujet de la charte et du label, relations fournisseurs et achats responsables. Et donc je vais vous proposer une présentation. Rappelez-moi le temps imparti, que je ne morde pas sur mon confrère d'outre-mer. Non, vous avez une vingtaine de minutes et puis après on fera peut-être, voilà, on prendra les questions, Anaëlle, hein. Je pense qu'on fera des coupures comme ça. Donc n'hésitez D'accord. pas à poser vos questions aussi au fur et à mesure dans le chat, hein. Ok, alors je vais essayer de faire, attendez, je bidouille une petite seconde, que je fasse, que je fasse pas d'impair. Je pense que ça c'est l'écran 1, c'est pas ça. L'écran 2, c'était celui-là. Je vais faire ça. Voilà. Est-ce que vous voyez à l'écran ou pas? Alors moi je le vois pas. Est-ce que vous voyez un support ou pas encore? Non, Ouais, c'est on bon. voit votre support, c'est bon. Ok, très bien. Alors, juste très rapidement, c'est important effectivement de parler. Donc, on parle de deux sujets. On parle d'un sujet relation fournisseur et d'un sujet achat responsable. Les deux sont intrinsèquement liés. Et ce qu'on porte et ce qu'on anime à la médiation des entreprises, c'est ce sujet qu'un achat responsable s'adosse nécessairement à des relations fournisseurs de qualité, des relations équilibrées et loyales. Et peut-être que juste en une minute, vous expliquer qui on est en tant que médiation des entreprises. J'imagine que pour la plupart, vous êtes acheteur public, privé. C'est plutôt public le panel. Mais pour autant, c'est important que vous sachiez que aujourd'hui, en cas de contentieux précontractuel ou contractuel, on pourra avoir, je dirais, le réflexe d'aller au tribunal administratif, ou du moins l'entreprise de fournisseur, l'attributaire voudrait aller au tribunal. Il faudrait simplement lui rappeler que la médiation est possible. Et pourquoi c'est intéressant de connaître ce dispositif? Déjà, parce que c'est un dispositif que tout acteur économique peut enclencher. Vous, en tant qu'établissement public, acteur public ou cette entreprise. Et donc, en fait, on gère, nous, à la médiation des entreprises, je n'ai pas précisé, mais on dépend du ministère de l'économie, et on aide les entreprises à résoudre un contentieux, un conflit dur. On ne parle pas des fâcheries du quotidien, mais lorsqu'un fournisseur considère que il est pas payé dans les temps, on lui a capté sa propriété intellectuelle, il y a une rupture unilatérale d'un contrat. Voilà, on est dans le dur. Et on se dit, je ne vois pas d'autre solution que d'aller en justice. Ben non, aujourd'hui, il y a une alternative très intéressante qui est la médiation des entreprises. Donc, sachez qu'on a cette mission aujourd'hui à la médiation des entreprises au travers d'un médiateur, deux médiateurs qu'on met à disposition gratuitement. Ce sont donc des professionnels de la médiation et on traite donc des médiations soit en bilatéral, voire des médiations de filière, parce que ça peut arriver aussi,
lorsqu'il y a des tensions fortes dans différents secteurs d'activité. Pourquoi c'est intéressant de passer entre autres par nous, hein, on n'est pas exclusif bien évidemment, simplement parce qu'on est déjà un service public, donc on est sans conflit d'intérêt, contrairement à un cabinet d'avocats, un cabinet de médiation, une association extérieure. Mais surtout, ce qui nous anime, et ça c'est très très important à la fois pour vos fournisseurs et pour l'écosystème, c'est que le dispositif est totalement confidentiel. Et ça, quand on connaît l'importance dans les relations commerciales, je dirais, de ce type de controverse, ça fait désordre. Quand un gros client sait que un de ses fournisseurs est en difficulté avec un autre client, donc tout ça est contenu, est totalement étanche. Et puis, bien évidemment, on est totalement neutre, hein, on est totalement indépendant, ça vous l'avez compris. Mais donc ça, comme c'est un dispositif gratuit, ça mérite d'être connu. Ça, c'est la première des missions. La deuxième mission, et on s'est dit que aller en médiation, c'est bien, mais c'est peut-être déjà un peu tard. Et avec le Conseil national des achats, une association peut-être que vous connaissez d'acheteurs privés et publics, on a mis en place 2 dispositifs éprouvés que sont la charte et le label. Et en fait, ces outils aident à transformer des pratiques d'achat notamment, puisque les achats sont un levier majeur de conduite du changement, de transformation durable de l'organisation publique, voire privée. Et donc, notre rôle ici, c'est au travers de cette charte et encore une fois du label, d'améliorer ces pratiques et en progressant de manière continue, bien évidemment, puisque on apprend en marchant. Et en fait, ces outils permettent de renforcer la relation de confiance entre grands donneurs d'ordre et fournisseurs, justement par des engagements. Alors, des premiers engagements qui sont des déclarations de bonne foi au travers de la charte, et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, au travers du label qui, lui, est adossé à la norme ISO 20400. Voilà, donc simplement, par rapport à ce dispositif d'offre de service, retenez simplement, ayez le réflexe de la médiation. Hein, vous pouvez aller sur notre site du médiateur des entreprises, ministère de l'économie. Faites connaître ce dispositif à vos fournisseurs, encore une fois, parce que c'est rapide. Hein, vraiment, ça peut être en quelques jours, voire 2 mois maximum, plutôt que d'aller vraiment dans la voie judiciaire. Et ça peut être aussi intéressant pour vos fournisseurs de le connaître vis-à-vis de leurs clients côté privé, puisque souvent, malheureusement, on n'y pense pas. Et puis, je le précise ici, hein, dans 2 tiers des cas, on obtient un résultat satisfaisant, pas forcément idéal pour celui qui est lésé, mais en tout cas, vous voyez, dans 2 tiers des cas, on arrive à un résultat positif. Donc, voilà, vous avez tout intérêt à utiliser ce dispositif et à le faire connaître. Voilà, ça c'était la petite page de publicité. Avant, mais c'est important puisque vous allez voir dans le parcours, on introduit la culture du dialogue et de l'écoute. Et donc, voilà, si on n'est pas dans cet état d'esprit, c'est plutôt gênant. Juste un petit point de ce que l'on propose, nous, ici, dans ce parcours national des achats responsables. On est sur la route de l'ISO 20400. On n'est pas sur la norme ISO 26000. Si vous cherchez un dispositif pour votre politique RSE, là, il faut vous tourner vers la FNOR, par exemple, qui a un label engagé, FNOR engagé, l'agence Lucie, notamment, qui sont des très bons labels. Mais il faut savoir que la norme ISO 20400 qui a été mise en place, portée par la France, hein, on le sait assez peu, mais dans les années 2012-2014, pour justement décliner de manière plus professionnelle la norme ISO 26000. C'est-à-dire que la norme ISO 26000, pour faire court, c'est les 3 volets que vous connaissez sociétaux, hein, volet environnemental, social et économique. Et la France a considéré que le volet économique n'était justement pas suffisamment traité. Et donc, la norme ISO 20400 est une déclinaison, une capsule de la norme ISO 26000. Donc, nous, c'est notre spécialité. Hein, on vous met à disposition des engagements liés à la norme ISO 20400 et souvent très complémentaires, bien évidemment, à la 26000. Souvent, les entreprises et les organisations commencent par une stratégie RSE, une politique RSE globale, puis ensuite se spécialisent, se forment, se professionnalisent et s'intéressent à la norme ISO 20400. Après, vous pouvez aussi démarrer par les ISO 20400, hein, ce n'est pas incompatible, mais dans la logique des choses, on commence souvent par la 26000. Pour le label, ici, il s'agit plutôt d'un label thématique. Hein, je parlais ici des labels généralistes comme label engagé RSE, label Lucie.
Vous avez aussi des labels sectoriels. On peut retrouver ça dans investissement responsable, numérique responsable. Certaines filières type bâtiment, communication, etc. ont leur propre label. Mais nous, on est sur une thématique RSE. On est sur la thématique achat responsable. Importante précision également, ce ne sont pas la norme 26 000 et 20 400, ce ne sont pas des normes d'exigence, comme vous pouvez avoir la 9001, la 14001. Ce sont des lignes directrices. C'est-à-dire qu'en fait, on vous donne le nord, on vous donne les axes et à vous, je dirais, de progresser voilà, en fonction de vos moyens. L'énorme force de ces deux normes, c'est qu'elles vous permettent de limiter les risques. Voilà, les risques achats et approvisionnement, puisque notamment la norme ISO 20400 va vous réclamer d'établir une cartographie des risques et des opportunités, puisque beaucoup d'entreprises et des organisations publiques se rendent compte qu'en décryptant, en décomposant leur processus achat, ils se retrouvent à des opportunités, alors notamment privées, à des opportunités de business. Bon, ça c'est la charte, la frise, ça, tout ça, je vous l'enverrai, il n'y a pas de problème. Alors, le parcours en lui-même, c'est un parcours donc, qui est composé de 5 étapes. Chacune des étapes, alors bien évidemment, est séquentielle, mais il n'y a aucune temporalité obligatoire au minimal entre chacune des étapes. Hein. C'est un peu comme une randonnée, vous y allez à votre rythme en fonction des outils, de votre énergie, des moyens dont vous disposez, puis surtout de la pente à gravir. Hein. Donc, vous avez une première étape qui est, on va dire, se positionner. C'est en clair, on vous propose sur notre site Internet un questionnaire d'auto-positionnement d'une 40aine de questions qui vous permet un peu de vous situer, de situer votre niveau de maturité achat responsable. Ensuite, généralement, ça vous encourage à aller à l'étape 2. Ce n'est pas obligatoire à l'étape 1, mais généralement, beaucoup y voient un intérêt justement pour se conforter, aller dans l'étape 2 où là, vous allez signer la charte, relations fournisseurs et achats responsables, pour ensuite intégrer la communauté des acheteurs responsables et progresser avec différents outils au travers de différentes séances, des groupes de travail. On a un groupe de travail sur la décarbonation, on est ici sur la valorisation du label dans les appels d'offres, on est sur les délais de paiement, enfin voilà, et puis toute thématique sur laquelle vous aimeriez travailler, et on peut tout à fait monter ce type de groupe de travail, de réflexion. Et on s'appuie bien évidemment aussi sur le CNA et leurs équipes en région. Ils sont très actifs également sur ce sujet. Pour ceux ensuite qui sont un peu plus déterminés et se rendent compte finalement qu'ils n'ont pas à rougir de tout ce qu'ils font, ils peuvent, dans l'étape 4, renseigner un questionnaire d'auto-évaluation d'une vingtaine de questions, et dont certaines sont des questions, on va dire, majeures au label, pour dire autrement rédhibitoires, ce qui vous permet là, du coup, de voir la marche à gravir pour aller vers le label. Si j'ai un conseil à vous donner, surtout ne vous bridez pas. C'est un label totalement accessible puisque 100% des organisations qui ont posé leur dossier de labellisation ont été retenues. Alors, évidemment, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'ils ont bien travaillé avant, ils sont préparés, mais voilà, il n'y a pas de refus. Il peut y avoir des demandes de précision, etc. Voilà, vous avez donc toute votre chance d'y aller. À l'étape 4, vous pouvez donc candidater au label, vous démontrez votre motivation auprès du comité du label. À ce moment-là, ensuite, vous passez par un des 9 cabinets évaluateurs que vous allez rémunérer, puisque c'est un tiers neutre qui donne aussi de la robustesse au label. Ce n'est pas autodéclaratif, hein, on vient bien vérifier vos dires. Et puis ensuite, à l'étape 5, vous présentez un dossier donc, de labellisation avec le rapport d'évaluation de ce cabinet évaluateur et surtout un plan d'action sur lequel vous vous engagez à progresser, puisque vous l'avez compris ici, on est dans une démarche d'amélioration continue. On ne cherche pas à la 5e étape et encore moins à l'étape 2 des entreprises, des organisations publiques exemplaires. On est là tous pour progresser, on a tous à apprendre, je dirais, des uns et des autres. Donc, simplement, pour le label, il y a 12 questions majeures où là, par contre, il faut avoir fait quelque chose. Hein, on ne peut pas être je me rappelle, en rouge. Voilà, vous allez voir, il y a des codes couleurs. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit que la charte encourage à aller plus loin et par contre, le label engage un peu plus puisqu'il est adossé à la norme ISO 20400
Voilà, si vous retrouvez les deux questionnaires gratuits, etc. Alors, la charte, c'est comment on appelle ça, je le disais, une déclaration de bonne intention qui vise, au travers de 10 engagements, à dire à vos fournisseurs, à votre écosystème, que vous allez adopter des pratiques plus responsables, plus loyales, plus équilibrées, et donc normalement vous permettre de générer des relations plus durables. Donc ça permet de renforcer ces liens avec vos fournisseurs. Alors vous allez me dire, mais je ne vous ai pas attendu pour avoir des relations, des bonnes relations avec mes fournisseurs. Alors, certainement, simplement, si je vous demande comment elles sont formalisées aujourd'hui, comment vos fournisseurs connaissent votre politique achat responsable, est-ce que vous communiquez bien sur votre site internet, est-ce que vous avez des procédures, etc. Généralement, on me dit, ah, là par contre, je suis plutôt sec, effectivement, on est dans l'oralité. Voilà. Donc, on vous aide à formaliser, à construire cette communication. Donc, cette charte existe depuis 2010, elle a été réactualisée depuis octobre 2021 pour tenir compte, bien évidemment, de toutes les évolutions réglementaires. Et puis, on l'a universalisée quelque part, justement pour qu'elle parle un peu mieux aux acteurs publics, puisqu'elle était au départ destinée, on va dire, aux grands acheteurs privés. Ce qui est important, alors vous avez compris, elle est gratuite, elle est éprouvée, hein, elle existe depuis maintenant 14 ans, elle est signée uniquement par le donneur d'ordre, c'est le donneur d'ordre qui s'engage vis-à-vis de son écosystème. Si vous souhaitez que vos fournisseurs aient cette même logique, cette même démarche vis-à-vis de leurs propres fournisseurs, faites-leur signer cette charte, voilà, pour que dans la chaîne de valeur, un petit peu tout le monde soit solidaire. Elle n'est pas validée, je dirais, elle n'est pas contrôlée par nous, hein, bien évidemment. Là, à ce stade, on vous confie l'outil, vous en faites bon usage, contrairement au label où là, vous avez une évaluation régulière. Donc, vous êtes responsable vis-à-vis de votre écosystème. Alors, les 10 engagements, là, on ne va pas les lister, hein, vous la connaissez peut-être, si vous ne la connaissez pas, on y reviendra bien évidemment avec vos questions. Retenez simplement que sur les 10 engagements, les 7 premiers sont des pratiques d'achat responsable. Les 3 dernières, ce sont les moyens que vous allez allouer, que vous allez mettre à disposition pour réussir vos 7 premiers engagements. Et on peut voir ici l'importance de la fonction achat, même si ça ne doit pas être un projet de la fonction achat, mais bien un projet d'organisation. Mais souvent, c'est les achats qui sont porte-étendard du sujet, qui sont pilotes du sujet. Et puis un deuxième acteur, qui est le médiateur relation fournisseur, que vous allez mettre à disposition si vous entrez dans ce parcours, puisque vous allez pouvoir rassurer un fournisseur qu'en cas de gros contentieux, dans un premier temps et en priorité, on va favoriser l'écoute, le dialogue par la médiation. Et puis, si ça ne marche pas, évidemment, on peut revenir vers la voie judiciaire. Voilà, aujourd'hui, un peu plus de 2600 acteurs publics, privés de tout horizon, de toute filière, de toute taille, du simple freelance en passant par le CAC 40, en passant par les collectivités, les hôpitaux, etc. Tout le monde aujourd'hui se reconnaît au travers de la charte. Alors, pourquoi s'engager? Une des premières raisons qui nous est remontée par les dirigeants d'entreprise, voire les présidents de communautés de communes, enfin tous ceux qu'on voit, je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est qu'ils veulent s'assurer qu'en matière de risque, achat, c'est sous contrôle. Et demandent à leur fonction achat de les aider à ce qu'il n'y ait pas de controverse, qu'on n'écorne pas l'image, qu'on ne se rende pas compte que c'est un fournisseur qui ne paye pas lui-même ses fournisseurs, enfin voilà, toutes ces controverses qu'on entend par-ci, par-là. Et là, en entrant dans ce parcours, par la cartographie, encore une fois, des risques, vous allez, alors peut-être pas éviter les risques, mais déjà les connaître, et ensuite travailler sur ces risques pour les gérer, hein, voilà, et essayer de les réduire. La deuxième raison vraiment unanime, c'est que je vous ai dit tout à l'heure, un projet d'organisation. C'est-à-dire que ce sujet des achats responsables, il porte des valeurs de solidarité, d'équité, de transparence. Et donc, c'est souvent fédérateur, et c'est ce qu'ils cherchent aujourd'hui, ce que cherchent les dirigeants. C'est des sujets transversaux qui sont interservices, qui est la DSI, qui est le DGS, qui est, je ne sais pas moi, alors pour certains EPIC, peut-être vous avez des commerciaux, etc. Bref, tout le monde se sent concerné, du DAF, en passant par la DRH, puisqu'on parle de médiation, hein, donc c'est important l'écoute, etc. Donc c'est très valorisant pour toutes les parties prenantes. C'est un moyen, alors ça ne vous parle pas ici, mais pour les entreprises privées, c'est clairement aujourd'hui un différenciant commercial.
C'est très clairement aussi un dispositif pour monter en compétence la fonction achat. C'est un moyen d'améliorer l'image de sa direction. Pour ceux qui sont des collectivités, moi j'en viens notamment en tant que vice-président de communauté de communes, on pense rarement aux citoyens, c'est-à-dire qu'on fait plein de belles choses en achat responsable, mais on a du mal à les mettre en avant auprès des concitoyens. Et donc c'est souvent, il faut travailler l'image de la communauté la collectivité auprès des concitoyens. C'est surtout, si vous l'avez compris, un outil pour progresser rapidement et puis en toute bienveillance, hein, c'est ça aussi le sujet, et donc se comparer avec d'autres confrères. Voilà, ici, vous pouvez aussi vous inspirer d'acteurs privés pour accélérer votre démarche d'achat responsable. Alors, qu'est-ce que ça implique puisqu'on parle de droits et de devoirs par rapport à ce parcours? Très simplement de conduire le changement, puisque nécessairement, et pour la plupart peut-être vous l'avez entamé, c'est jamais évident de parler achat responsable, parce que souvent on dit mais de quoi il me parle, et puis des fois il faut faire bouger les lignes, hein, donc ça suppose de conduire ce changement. Ça suppose aussi de vous engager en faveur des achats responsables, notamment au travers de la nomination de certains acteurs comme le médiateur des entreprises. Et puis, ce n'est pas obligatoire, bien évidemment, mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'en général, il y a une prise de conscience que c'est possible d'aller au label. C'est aussi pour ça qu'on a de plus en plus de collectivités et d'établissements publics dans le label, notamment au travers, grâce au SPASER, grâce au PNAD, puisque les acteurs publics ont des atouts sur ce label, sur un certain nombre de domaines, puisque vous êtes beaucoup plus mature que les entreprises privées, donc vous avez des atouts. Conduire le changement, ce que je disais tout à l'heure, c'est mettre en place ce processus de pilotage de la relation client-fournisseur, avec l'idée justement de réduire les coûts de transition, puisqu'on parle de conduite du changement, donc on sait qu'il y a des coûts et des temps liés à cette transition. Et vous voyez ici la traduction concrète de cette conduite du changement, notamment en mettant en place une communication transparente de votre politique achat sur vos sites Internet, la maîtrise des délais de paiement. Ça, par contre, c'est un levier clé majeur. On ne peut pas aujourd'hui se dire qu'on entretient des bonnes relations avec ses fournisseurs si aujourd'hui on paye à 40 jours de moyenne dans des acteurs dans la sphère publique. Et puis, vous avez les risques de dépendance réciproque, on pourra l'évoquer tout à l'heure, la professionnalisation des acheteurs, etc. Bref, c'est très structurant aujourd'hui pour une fonction achat d'entrer dans ce parcours. La deuxième implication en faveur d'achat responsable, c'est la mise à disposition d'un pilote qui va animer, faire connaître cette charte et ce label auprès de l'écosystème interne et auprès des fournisseurs. Un correspondant PME qui peut être l'interlocuteur privilégié du fournisseur en cas de questions, d'informations, etc. Et puis ce fameux médiateur qui doit être, qui doit être idéalement pas dans la sphère achat ni juridique, parce que s'il y a un contentieux, vous mettez à la place du fournisseur et préférez que ça soit un tiers un peu plus neutre, surtout quand il s'agit d'un problème contractuel. Voilà, la démarche de labellisation, bien évidemment, vous verrez au fur et à mesure, en fonction de votre niveau de maturité. Je vais passer très vite, ça c'est des supports que je pourrais vous suivre, mais c'est simplement vous dire par rapport, simplement l'intérêt de la charte pour vous, si vous entrez dans la charte, c'est que vous pouvez utiliser chacun des engagements comme un outil de pilotage. Un outil de pilotage et donc de transformation. Et donc, j'anime, là, c'est un des supports que j'utilise pour la formation des pilotes et qui vous permet de voir un petit peu comment faire concrètement. Moi, je suis pilote et comment je fais pour transformer mes pratiques, pour convaincre mes confrères à aller dans cette démarche. Voilà, donc, on utilise sur chacun des engagements vous voyez, des éléments majeurs. Et à chaque fois, on renvoie vers des critères du label, ce qui vous permet aussi de vous préparer à des questions du label, c'est-à-dire en clair, quand vous commencez à progresser sur cette charte. Alors, on a un plan d'action qui suit, bien évidemment, cette charte, mais ce plan d'action vous aide du coup à être meilleur si vous allez au stade du label. Voilà. Je vais aller, puisque je ne voudrais pas manger le temps, et on y reviendra après sur les questions. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je le disais tout à l'heure, les étapes 4 et 5, donc aller vers le label. Le label donc, porte le même titre que la charte, relation fournisseur et achat responsable, parce qu'en fait,
qu'est-ce qu'on distingue ici? En fait, on sanctionne la qualité de deux niveaux de maturité. Un niveau de maturité lié à la relation fournisseur et un niveau de maturité en matière d'achat responsable. Et je vous disais en introduction que les deux sont intimement liés. Et la force de ce label, c'est qu'il est unique au monde. Ça, c'est l'ONU qui me le confirme, donc je le dis très modestement, parce que, en fait, c'est le seul label qui permet de transformer, on va dire, une norme en un outil opérationnel, en un outil pratique, pratico-pratique, et les deux sont liés. C'est-à-dire qu'en fait, tout est intégré. Donc, on a des entreprises aujourd'hui qui sont labellisées Monde, justement parce qu'on intègre les deux visions, les deux volets, et parce que voilà, c'est le seul label, encore une fois, qui existe et qui permet donc de garantir cette relation forte entre fournisseurs et clients. Donc, je vous le disais, vous l'avez compris, ce label est adossé à la norme ISO 21400. Ce label est valable, contrairement à la charte qui est intemporelle, le label est valable 3 ans, avec des évaluations annuelles, mais que sur ces fameuses 12 questions majeures. Aujourd'hui, on a plus de 100 acteurs privés et publics labellisés. Vous retrouvez la liste sur le site du médiateur des entreprises. J'ai dû en mettre quelques-uns. Alors, une très forte croissance, bien évidemment, depuis même plus de 2 ans, maintenant 3 ans, à la suite de la Covid, avec une prise de conscience très claire aujourd'hui, en plus avec le rapport du GIEC qui dit que dans 2 ans, on est mort. Bon, ça aide à pas mal de gens à réfléchir, à se dire comment je peux, à travers de mon organisation, à faire changer ces pratiques. Vous retrouvez ici, mais ce n'est qu'un tout petit panel de la centaine de labellisés, mais on peut retrouver, vous voyez, la région Centre-Val de Loire, la métropole Toulouse, des ministères, bien évidemment, la plupart des ministères sont labellisés, des communautés de communes, etc. Voilà, donc vous pourriez trouver votre nom prochainement si ça vous intéresse. Comment y aller? Vous pourrez déposer votre candidature, on le voyait tout à l'heure dans l'étape 4. Vous soumettre ensuite à une évaluation au travers des 9 cabinets évaluateurs et présenter votre dossier de labellisation en étape 5 auprès du comité du label. Voilà, simplement ici la nomenclature, voilà, ça porte sur 5 grands domaines. La gouvernance, ça c'est repris des articles notamment de la norme. Vous avez un vrai sujet d'engagement. En fait, on veut savoir si votre direction s'inscrit bien dans cette démarche. Ensuite, vous avez les conditions de la qualité des relations fournisseurs et des sous-traitants. Vous avez le respect des intérêts des fournisseurs, notamment au travers de la nomination du médiateur et des délais de paiement. Et ensuite, l'intégration de la responsabilité sociétale dans le processus achat. On veut savoir, et c'est là où vous êtes fort côté acteur public, puisque on demande notamment à avoir des critères environnementaux, sociétaux, avec le PNAD et tout ce qui est autour, c'est plutôt favorable pour vous. Et puis enfin, les impacts des achats sur la compétitivité économique de l'écosystème. Alors, vous-même, alors je ne connais pas suffisamment vos profils, mais quel que soit, vous êtes un acteur public, vous êtes porteur de politique publique et donc souvent de croissance économique de votre écosystème local, de vos TPE, PME. Et donc, en fait, on cherche à savoir ici, si vous engagez dans le label, qu'est-ce que vous faites concrètement pour accompagner, poursuivre vos entreprises locales. Voilà, ça c'est la même chose avec les différents critères, puisque voilà, c'est la décomposition, la structure du référentiel. On pourrait revenir bien évidemment après si vous le souhaitez. Voilà. Et pour terminer, vous avez 3 angles de vue dans ce label, puisque ça nous permet de savoir si vous êtes bien engagé, si finalement vous pratiquez, et puis ensuite, comment vous le pilotez. Et donc, vous avez pour chacun de ces angles de vue des niveaux de maturité qui va du non tangible, c'est-à-dire l'évaluateur n'a pas trouvé d'éléments concrets de votre engagement, de votre pratique ou de votre pilotage. Ça peut être incomplet, c'est partiel. Ça peut être probant. Hein, et puis pour certains, et ça arrive, on a des acteurs publics qui sont à un niveau exemplaire, voire innovant. Mais vous pouvez très bien rentrer au stade au niveau du label en étant globalement jaune, hein, quasiment tout jaune, c'est pas grave. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que vos questions majeures soient rouges. Voilà. En général, vous êtes prévenu avant puisque l'évaluateur vous invite, avant de présenter votre dossier, à être au moins jaune. Voilà. Donc, voilà. Et puis, voilà, pour faire synthétique et j'espère clair, ce parcours national des achats responsables. Voilà, je suis à votre écoute.
Merci beaucoup, monsieur Denoux. C'était très clair, très intéressant. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. On ne voit pas dans le chat. C'est que ça a été très clair. Bah, moi, j'avais une question, c'était en termes de durée, entre le moment où peut-être que vous l'avez dit, mais où la charte est signée et voilà, où la structure se porte candidate au label, moyenne, il y a Ben, quelle durée? alors, en fait, tout dépend d'où vous partez, puisqu'il y a des gens Ouais, qui peuvent signer la charte en se disant, bah, je le dis franchement, hein, sur les 10 engagements, il n'y en a que 3 sur lesquels je suis bon, puis le reste, je suis mauvais. Ok, c'est pas grave, puisque vous allez mettre en place un plan d'action et progresser à votre rythme. Pour ceux qui sont relativement matures, on va dire entre l'étape 2 et l'étape 5, ce qu'on voit en général, c'est entre 9 et 12 mois. Voilà. C'est-à-dire qu'on OK. voit arriver le dossier de labellisation entre 9 et 12 mois. Aider notamment pour ceux qui sont spasérisés, si je peux dire. On a mis en place un livrable qui permet très clairement de démontrer des points de convergence très forts. C'est-à-dire que si vous avez déjà une comitologie aujourd'hui Spaser, en fait, ça va être la même pour le label. C'est très complémentaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a de plus en plus notamment de collectivités et d'acteurs publics qui y vont, parce que ça vous permet, voilà, c'est plus simple, c'est facilitant. Donc voilà. Après, il y en a qui vont jamais. Après, il y en a au bout de 2 ans parce que vous avez un changement de mandat aussi. Hop, ça bouleverse un peu les. Et puis on est un petit peu. Voilà, ça fait qu'il y a des zones de turbulence. Mais voilà, globalement, c'est entre 9 et 12 mois, on retrouve les dossiers. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de questions, on va laisser, Je sors de alors, mon page. attendez, peut-être qu'il y a une question? Mmh. Alors s'il y a une question, quel service métier pilote en règle générale la démarche? Alors, quand elle existe, c'est la fonction achat. OK, c'est bien Euh, ça. OK. Même si elle est embryonnaire, en général, ça arrive des fois, c'est un acheteur ou une acheteuse qui démarre le sujet. Quand je dis elle démarre le sujet, elle fait connaître à son COMEX ou à sa direction générale ou à son DAF, des fois, parce que souvent dépend des DAF, l'intérêt d'y aller. Et donc, c'est souvent, voilà, c'est souvent la fonction achat qui est porteuse du sujet. Après, elle peut s'associer à la RSE. Je ne sais pas si ça existe dans certains acteurs publics, mais c'est généralement la fonction achat qui porte l'étendard du sujet. Et après la question effectivement, comment, convaincre les services métiers en fait? Alors, c'est justement qu'on forme, c'est ce que dans alors, formation, c'est un grand mot, mais la journée qu'on dédie aux pilotes, voilà, on explique tous les rouages et tous les leviers possibles. Et d'ailleurs, alors il y a ça, et puis vous pouvez retrouver sur le site du médiateur, hein, ce fameux livrable que je vous indiquais, Spazer, où justement on a travaillé avec beaucoup d'acheteurs de collectivités et on a trouvé des arguments qui font mouche auprès des présidents, vice-présidents, voilà, tous ceux qui ont un mandat politique. Donc vous pouvez retrouver aussi ces éléments de langage dans ce livrable, Spazer Label. Très bien, merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, on va laisser la parole au second intervenant. Merci beaucoup, monsieur Denoux. Alors Raphaël, je vous laisse, la parole. Maintenant, il nous semblait intéressant de faire intervenir justement, de vous présenter, voilà, une animation qui a pu du club, hein, relation, fournisseur achat responsable qui a été, mis en place sur le territoire de La Réunion. Donc on va laisser la parole à monsieur Serrier, qui est directeur de la Maison de l'Emploi du Nord de La Réunion et qui interviendra avec, 2 membres du club. Raphaël, je vous laisse la parole. On voit bien votre support. Ok, parfait. Merci de nous laisser la parole et de nous donner l'occasion de présenter le club RFAR de La Réunion. Donc, on a une présentation à 3 voix avec Joël Imao de l'aéroport Roland-Garros de La Réunion et Grégory Marcereau de Fréimport, une entreprise de La Réunion également. Un mot d'abord, effectivement, sur le parcours national des achats responsables.
puisque l'ensemble des membres du club RFAR sont à un minima signataires de la charte. Donc, je confirme qu'effectivement, la médiation nationale permet vraiment d'outiller, y compris quand on est simplement signataire de la charte, les structures pour justement gérer cette partie achat responsable. Alors, moi, je le vois un peu comme ça. Alors, peut-être que c'est ma vision, mais en gros, on était outillé avec les facilitateurs de l'achat socialement responsable sur la partie sociale de l'achat, avec les guichets verts sur la partie environnementale. Et je trouve que le PNAR donne vraiment cette dimension économique à l'achat responsable, cette dimension de respect effectivement des délais de paiement, d'être attentif aussi à la dépendance économique des fournisseurs et puis à construire cette relation avec le fournisseur. Ça, on ne l'avait pas avec les autres outils et je trouve que ça vient vraiment compléter, c'est le troisième pilier du développement durable, j'ai envie de dire, et donc on a vraiment un achat après qui peut être vraiment responsable dans sa globalité. Le club RFAR, il a été créé en 2023, donc il est assez récent, à l'initiative de la médiatrice des entreprises de La Réunion, qui était Madame Jourdan à l'époque, qui est partie sur d'autres missions. Mais le club a survécu et vit encore. Aujourd'hui, il regroupe 9 signataires de la charte et un membre labellisé. Donc, vous avez les logos en dessous. C'est autant des acteurs privés que des acteurs publics qui sont membres aujourd'hui de ce club. Alors, les objectifs du club, c'est d'abord d'assurer la promotion du parcours national des achats responsables, de la charte et du label RFAR à La Réunion. L'idée, c'est que, effectivement, le plus grand nombre d'acteurs demain deviennent exemplaires et que demain, à La Réunion, on ait des relations fournisseurs responsables avec l'ensemble des acteurs économiques, j'ai envie de dire, ça serait l'idéal. Mais voilà, l'idée, c'est que plus on sera nombreux à avoir des achats responsables et plus on sera gagnant collectivement. C'est également auprès des membres du club d'échanger sur les solutions pratiques et partager ces expériences. Et ça, je vous assure que c'est vraiment un atout d'avoir ce club parce que ça permet effectivement à ceux qui sont en parcours de bénéficier de l'expérience de ceux qui sont déjà un peu plus avancés. Et puis, chacun a une spécialité. Certains vont travailler plus un domaine que d'autres. Chacun a ses pratiques, ses idées, et ça permet vraiment d'échanger. Et puis, on travaille également collectivement sur certaines thématiques précises en lien avec les enjeux du territoire. L'activité, c'est donc ces 2 dernières années. Donc, on a eu plusieurs présentations et promotions du parcours national des achats responsables, donc auprès des chambres consulaires, auprès de l'ARMOSOI, qui est l'association régionale des bailleurs sociaux, pour faire simple, de France Travail Réunion également, la stratégie du bon achat, qui est une association créée à l'initiative de syndicats professionnels pour faire en sorte que les acheteurs et les fournisseurs se rencontrent en dehors du contentieux. Donc, on avait déjà une certaine maturité à La Réunion sur ces thématiques d'échange entre fournisseurs et acheteurs, notamment avec cette association, la stratégie du bon achat. On a présenté également ce parcours national au MEDEF Réunion, au Green Réunion, qui est un cluster d'entreprises engagées dans des problématiques d'RSE, au Conseil à la commande publique également. Et puis, on avait un stand lors de la journée du territoire Nord, journée où en fait, on a l'ensemble des acheteurs publics et privés qui sont invités à venir présenter leur programmation d'achat aux fournisseurs. Ça permet effectivement aux entreprises du territoire d'anticiper les futures commandes, de se regrouper si nécessaire, de se former, de s'équiper pour être à niveau et pouvoir répondre aux besoins des acheteurs. Le club, il se rencontre tous les 2 mois avec différentes thématiques, un partage d'expérience sur l'audit de labellisation, sur le plan d'action mis en œuvre suite à la charte, diffusion de bonnes pratiques, information sur les événements locaux et nationaux du RFAR, sensibilisation des médiateurs aux principes généraux de la médiation. On a eu une formation à l'époque quand la médiatrice était encore présente, donc les médiateurs ont eu 7 formations à la médiation. On a eu des groupes de travail également sur la dépendance économique. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les risques? Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place en cas d'identification d'un fournisseur en cas de dépendance économique? On a également une présentation, on a eu également une présentation tout récemment de l'actualité réglementaire sur la dématérialisation et l'obligation d'émission et de réception de factures électroniques, qui ont des conséquences importantes sur la chaîne achat.
Et puis, présentation de plusieurs outils, puisque certains parmi nous sont équipés de différentes solutions qui existent. Donc, on a eu une présentation de la cartographie des risques RSE de l'AFNOR. On a eu également une présentation de Silex, qui est également un opérateur qui permet d'accompagner les achats. Et puis, actuellement, on a 4 signataires engagés dans la démarche de labellisation. Et un labellisé qui est l'aéroport, qui vient d'être nouvellement labellisé à nouveau puisqu'il a étendu son labellisation. Je vais peut-être te laisser la parole, Joël, si tu veux en dire deux mots. Alors merci, bonjour à tous. Juste quelques mots pour présenter donc de manière très synthétique notre parcours. Donc l'aéroport de la Réunion de Roland-Garros s'est engagé dans le parcours des achats responsables en 2022 avec une signature de charte qui s'est suivie par un engagement dans la labellisation. Ça nous a pris, il me semble, un peu moins d'un an, environ 6 mois entre la signature de la charte et la labellisation qui a eu lieu en mars 2022. Donc effectivement, comme le disait Raphaël, nous avons été reconduits, Monsieur Denou le disait, le label est octroyé pour 3 ans, un réaudit tous les ans. Donc nous avons fait l'objet en mars dernier de notre second réaudit pour notre 3e année. Et donc l'année prochaine, nous allons candidater pour le renouvellement du label pour 3 ans. Peut-être un mot sur la démarche d'amélioration continue et pour l'illustrer par nous, notre parcours, c'est-à-dire qu'on a commencé la labellisation, on s'est positionné sur le label avec uniquement un périmètre de fourniture courante et de services qui représente à peu près 30% de notre spend annuel. Et cette année, en 2024, on a décidé de se positionner, d'étendre la labellisation sur la partie travaux de notre périmètre achat, qui représente 2 tiers de ce périmètre. Nous sommes en phase de grands chantiers, en phase de gros investissements, ce qui a fait qu'on ne se sentait pas d'y aller dès 2022 avec le périmètre travaux. Donc voilà, on a avec succès réussi à étendre la labellisation pour tout notre périmètre achat à partir de cette année. Ensuite, pour parler un peu de l'engagement que nous avons dans la promotion du plan d'achat responsable à l'échelle de la Réunion, un indicateur qui apparaît aussi dans le plan d'action et qui rend tangible les engagements que nous avons sur notre territoire. Alors peut-être que cet aspect il est exacerbé par le fait que nous sommes un aéroport, donc la vitrine un peu du territoire est évidemment accentuée sur le fait que nous soyons une île, mais nous avons dans notre stratégie un engagement fort sur l'impact qu'a notre activité sur le territoire. Et c'est pourquoi nous faisons le maximum pour pouvoir mettre en avant ces pratiques d'achat responsable, participer à des instances comme le club, comme les rencontres économiques du territoire que mentionnait Raphaël. Donc voilà, pour nous, il est vraiment important d'améliorer nos pratiques d'achat en professionnalisant nos achats, mais surtout en faisant ruisseler nos bonnes pratiques et aussi en s'inspirant des autres sur le territoire. Et tous les éléments qu'a synthétisé Raphaël vont, me semble-t-il, dans ce sens, et c'est pour ça qu'on tient à participer. Alors ça se traduit par exemple, Frais Import qui va postuler pour la labellisation, on va mettre en place un audit à blanc. Quelques semaines avant l'échéance de la labellisation. Ça peut être voir avec un signataire comme la CINOR, voir ensemble son plan d'action pour qu'on puisse échanger sur nos bonnes pratiques, les pratiques que nous faisons et voir comment est-ce qu'ils peuvent les intégrer dans leur manière de travailler.
Donc voilà un petit peu notre démarche et comment on s'inscrit dans ce club. Oui, je pense que la maturité du territoire, elle est extrêmement liée également à quelque part sa fragilité. On a été largement impacté par la guerre en Ukraine, par la crise des Gilets jaunes, par le blocage du canal de Suez par un bateau qui fait tout de suite des tensions importantes sur les fournisseurs et sur les fournitures qui rentrent à La Réunion. Et donc, du coup, je pense qu'on a tout intérêt effectivement à être très résilient en construisant des relations fournisseurs solides, ce qui nous permet en cas de crise effectivement de mieux absorber les chocs et ce qui explique peut-être aussi une certaine maturité du territoire sur ces thématiques et une certaine solidarité en tout cas des acteurs économiques du territoire sur ces sujets-là. Je vais laisser la parole à Grégory. Grégory, si tu veux nous présenter un petit peu le parcours de Fréimport. Oui, bonjour à tous. Donc, je me présente, Grégory Marceroux. Je suis responsable produits et services chez Agronova Fréimport. Je vais tenter de vous partager un document que nous avons. Vous allez me dire si ça fonctionne. Tac. C'est bon, on le voit. Vous voyez ? Ouais. Donc, écoutez, pour nous concernant, nous sommes une PME locale et familiale implantée depuis 1995 sur l'île de la Réunion. Notre activité majeure est l'achat de denrées alimentaires et la commercialisation sur l'île de la Réunion auprès des professionnels des métiers de bouche, café, hôtel, restaurant, collectivités locales, grande distribution. J'ai atterri, moi, avec mon dirigeant, il y a quelques mois de cela, à une réunion du club achat responsable où la thématique était ce jour-là la dépendance économique. Donc, venant d'un secteur, moi, plutôt commercial, je me suis dit où je suis tombé. Donc, j'ai écouté attentivement, j'ai pris des notes, je me suis renseigné, je suis revenu sur un deuxième club. Et puis, en concertation avec notre dirigeant, c'était vraiment sa volonté d'accentuer ses engagements RSE. Il était tout naturel que nous nous orientons vers un processus d'achat responsable. Donc, nous avons quand même consulté l'ensemble des équipes qui sont bien sûr partie prenante, donc l'ensemble de nos équipes achats, qui sont aujourd'hui au nombre de 8 sur la partie denrées alimentaires, puisque c'est sur cette partie-là que nous souhaitons candidater, puisque cela représente un peu plus de 80% de notre chiffre d'affaires en termes d'achat de denrées alimentaires. Donc effectivement, ça a été quelque chose qui s'est révélé naturel pour l'ensemble des parties prenantes, d'autant plus que nous avons traversé plusieurs épisodes, comme le soulignait Raphaël, les Gilets jaunes, la guerre en Ukraine, etc. Et l'insularité, les 12 000 kilomètres, on a des répercussions beaucoup plus importantes avec cette insularité. Donc, nous avons eu, grâce à des relations, comme vous le voyez sur ces petits camemberts, des relations durables avec l'ensemble de nos fournisseurs, l'appui et puis le soutien de tous pour continuer à servir l'ensemble de nos clients, puisque l'île qui recense aujourd'hui 850 000 habitants, dès lors que les bateaux ne rentrent plus, on le ressent tout de suite dans les grandes surfaces et dans les points de distribution. Donc c'est vrai que notre activité d'importateur et distributeur sur l'île a été quand même une grande responsabilité que de pouvoir servir les consommateurs et plus particulièrement aussi des écoles, des hôpitaux, l'armée avec qui nous travaillons sur des appels d'offres. Donc nous avons eu une présentation du parcours par une société expert en achat responsable
qui nous a accompagnés pendant plusieurs mois sur la préparation à la candidature au label. Et nous avons sollicité la médiation pour candidater pour le dernier trimestre 2024. Nos équipes sont fin prêtes, ça a vraiment permis de structurer notre démarche. Les pratiques étaient là, mais la formalisation était un petit peu défaillante. Donc, la démarche a été, on va dire, assez rapide dans le sens où toutes les bonnes pratiques ont été mises sur des matrices de travaux, notamment le pilotage des risques qu'évoquait tout à l'heure Monsieur Denoux, sur des tableaux de bord de suivi sur la partie délai de paiement. Et puis, ça nous a permis, à travers aussi la création d'une cartographie d'un fournisseur, de voir que notre écosystème de fournisseurs était grandement rempli de fournisseurs locaux. Donc ça, c'est une démarche vers laquelle Fraimport souhaite tendre. Mais bon, l'insularité étant, nous sommes bien évidemment obligés de commander en France et plus largement en Europe l'ensemble des denrées alimentaires. Donc, nous attendons un retour concernant cette candidature et nous nous préparons à l'audit qui, comme l'a souligné tout à l'heure Joël de l'aéroport, contribuera à un exercice entre signataires et labellisés, et on l'espère peut-être nous demain, à un audit blanc de l'ensemble de nos équipes. Donc moi, j'ai pu vraiment sentir qu'à travers ce parcours, on a réussi à travers un projet commun de fédérer les équipes, de travailler autour d'un projet vraiment commun et puis vertueux, puisque nous allons nous attacher à travers différentes actions sur notre plan de progrès à 3 ans, à des actions visant à être plus soucieux de ces choses qui sont aujourd'hui fondamentales pour nous tous, et dans nos pratiques d'accentuer cette approche RSE environnementale et sociétale, puisque nous travaillons mais notamment avec des fournisseurs qui commercialisent du cacao. Aujourd'hui, vous le voyez tous aux informations, c'est une activité qui connaît des difficultés. Aujourd'hui, grâce à un pilotage des risques, nous pouvons mettre en place justement des outils pour pallier à ce genre de problématiques et anticiper les possibles problèmes en tant qu'importateurs. Donc ensuite, nous souhaitons à terme étendre l'ensemble de ces pratiques aux autres achats qui sont engagés par Fraimport, et faire donc comme l'aéroport dans cette démarche de progrès, avoir des bonnes pratiques et puis permettre de développer certaines choses qui aujourd'hui ne nous semblaient pas forcément fondamentales, mais qui sont quand même la réalité du contexte. Voilà. Oui, peut-être pour préciser par rapport au club, un dernier mot. Effectivement, donc aujourd'hui, c'est la Maison de l'Emploi qui en assure le secrétariat et un petit peu l'animation, qui prépare les réunions. Et cela est possible car nous avons fait rentrer cette mission dans une mission de coordination de l'achat socialement responsable. Donc, la mission d'animation du club RFAR est aujourd'hui financée dans le cadre du PNAD et de l'Action 7. Voilà, donc c'est possible à La Réunion parce qu'on a peut-être moins de facilitateurs sur notre territoire et un découpage beaucoup plus clair pour les différents acheteurs pour trouver le facilitateur qui correspond à leurs besoins. Donc, on n'a peut-être pas les mêmes problématiques et du coup, ça nous a permis dans le cadre de la coordination régionale de la facilitation de l'achat socialement responsable, d'intégrer cette mission d'animation du club RFAR. C'est très intéressant. De toute façon, tout ce qui est club, ce partage de bonnes pratiques, c'est
Voilà, il y a des examens blancs aussi, si j'ai bien compris, avant, pour s'entraîner avant d'être labellisé. Je trouve ça très intéressant. Je ne sais pas voilà, s'il y a d'autres clubs comme ça qui existent, Monsieur Denou. Je ne sais pas si moi, j'avais trouvé voilà, intéressant la Non, création de non, ce club parce que voilà, il y a des clubs, les entreprises s'engagent. Enfin, il y a, sur la partie plutôt sociale, peut-être, il y a des clubs qui existent maintenant sur ce sujet. Je ne sais pas. non, non, pour le coup, la Ligue de la Réunion est vraiment pionnière sur le sujet. Effectivement, c'est initié par une de nos anciennes collaboratrices, hein, c'est vrai, mais non, c'est pour ça que c'est intéressant de mettre en avant hein, cette singularité aujourd'hui, mais qui devrait être généralisée. Voilà, donc euh, voilà, nous, en tout cas, on invite un maximum et ça peut être d'ailleurs un club francilien, hein, parce que je me dis, et nous, on serait prêt à vous aider, à vous accompagner s'il y avait besoin. Hein. J'imagine. Et votre nom, monsieur, enfin, Grégory, donc vous êtes côté entreprise, donc vous avez aussi de nouvelles exigences hein, en normes, en matière de reporting extra-financier, donc voilà, avec la fameuse norme directive CRDS, donc peut-être que ça peut aussi, le fait d'être labellisé, vous permettre de répondre à cette nouvelle exigence, puisque le seuil des entreprises hein, qui sont, voilà, qui doivent faire ce reporting a été abaissé. Et donc, voilà, c'est un sujet Alors, d'actualité, en tout cas, actuellement. effectivement, nous allons être concernés par plusieurs choses. À proprement dit, me concernant, c'est vrai que nous avons observé depuis quelques mois à travers les appels d'offres auxquels nous répondons pour la collectivité, des critères qui touchent à la RSE. Donc, cela nous a permis de pouvoir structurer nos dossiers techniques et ainsi présenter l'ensemble des engagements qui étaient déjà réalisés par Freimport, mais qui n'étaient pas aujourd'hui formalisés à travers des dossiers chiffrés et qui présentent vraiment toutes ces actions-là. Et grâce à cela, nous avons déjà eu des réponses positives et des critères de notation qui étaient proches du parfait sur ces dossiers techniques, puisque nous étions par le passé parfois retoqués par rapport à des problèmes de prix, mais voilà, ça c'est bon, c'est un autre sujet puisqu'aujourd'hui nous avons vraiment une volonté de proposer sur le marché des produits de très bonne qualité pour les établissements scolaires, l'établissement hospitalier. Et aujourd'hui, le fait d'intégrer cette partie sourcing responsable nous permettra, j'espère, d'introduire de plus en plus des produits qualitatifs et garantir une certaine traçabilité et une sécurité alimentaire pour les consommateurs. Merci beaucoup. On ne voit pas de questions, donc on va laisser la parole au dernier intervenant. Alors, merci beaucoup hein, pour votre intervention. C'est très intéressant. Donc maintenant, on va passer à un autre secteur, le secteur hospitalier, avec l'intervention de M. Biancarelli du RESA. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je vais vous partager. Je ne sais pas si vous avez une présentation. Je vous laisse la main. Vous voyez ma présentation, c'est bon? Pas pour le moment. Vous la voyez toujours pas? Non. Je suis en train de diffuser. Moi, ça me paraît en diffusion. Personne ne la voit. Là, on ne la voit pas pour le moment, mais... Et... Vous voyez toujours pas ma présentation? Non. D'accord.
Si besoin, Monsieur Biancarelli, vous pouvez nous l'envoyer par mail hein, et puis on partage pour vous. Ouais, je vais faire ça. Et je vais commencer a cappella. Donc là, vous voyez rien. Donc, Ouais. je vais vous l'envoyer. Je l'envoie à Eric Amayo. Oui, vous l'envoyez vous pouvez me l'envoyer. D'accord, désolé pour le problème. Je vous Non, l'envoie. il n'y a pas de souci, hein, la technique. Là, d'accord. Mon ordi. Mais écoutez, là, j'ai tout mon ordi qui bug. Bon, écoutez, je vais commencer a cappella pour. Donc, je vous diffuserai la présentation par la suite, ça pourrait être intéressant pour les participants. Donc, le RESA, on s'est engagé dans le parcours relations fournisseurs achat responsable, tout simplement parce qu'on a perçu en fait tout le potentiel en termes de démarche de performance. C'est vraiment comme ça qu'on l'analyse et ce qu'on voudrait partager comme retour d'expérience. Donc déjà, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer en quelques mots ce qu'est le RESA, vous présenter notre stratégie RSO, achat responsable, pourquoi on a choisi le parcours RFAR, quel a été notre parcours et enfin quels impacts ça a eu pour nous. Voilà, en quelques mots. Donc le RESA, c'est un groupement d'intérêt public qui intervient dans le champ de la santé, à la fois sur des enjeux de mutualisation des achats et sur l'appui à la professionnalisation des acheteurs publics. On a un peu plus de 3000 bénéficiaires de nos services partout en France, principalement des établissements hospitaliers, mais également des acteurs médico-sociaux comme des EHPAD, par exemple des établissements qui hébergent des personnes en situation de dépendance. Mais on a également des collectivités territoriales, en fait, tout acteur qui peut intervenir sur le champ sanitaire, médico-social ou social. Donc c'est ça l'ensemble de nos bénéficiaires. On gère à peu près 3 milliards d'euros d'achats annuels et on a plus de 1000 fournisseurs qui interviennent pour nos adhérents. Donc, ce qui fait qu'on a un poste d'observation assez intéressant et on achète tout. Enfin, on essaie de répondre à tous les besoins de nos adhérents et un hôpital, c'est comme une petite ville. Donc, certes, on va acheter des produits de santé, mais on va acheter de l'énergie, on va acheter des travaux, on va acheter de l'hôtellerie, de la restauration, etc., etc. Donc, on a toutes les filières d'achat. En fait, on a 12 filières d'achat. Ce qui fait que lorsqu'on intervient sur l'achat responsable, on va être exposé à tout, enfin, quasiment toutes les filières d'achat. Déjà, lorsqu'on s'est engagé dans le parcours RFR, ça correspondait à une volonté initiale qui était de se positionner sur l'achat responsable. Donc, on avait déjà la volonté stratégique d'agir. Donc, ce que le parcours nous a aidé à faire, c'est formaliser ces éléments de stratégie pour prouver notre engagement. Parce que ça, Laurent Denoux nous l'a bien expliqué. Hein. Le premier domaine est très important, c'est manifester son engagement, et c'est la base de tout. Hein. Donc une fois qu'on a une direction générale, enfin une gouvernance engagée, tout devient plus simple. Et donc on a 3 documents stratégiques qui posent finalement notre volonté de s'engager. C'est une politique de responsabilité sociétale des organisations, une politique RSO, c'est une politique achat et logistique responsable. Hein. Tout ça se décline. En fait, la politique RSO, c'est notre responsabilité sociétale en tant qu'organisation. La politique achat et logistique, on l'applique à notre champ d'intervention achat et logistique. Et ensuite, on a un SPASER, un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. C'est quoi un SPASER? C'est une stratégie qui devient suffisamment précise pour être pilotée au niveau de l'indicateur. Donc c'est devenu une obligation pour les établissements de santé avec la loi Industrie verte de la fin d'année dernière. Mais pour les collectivités territoriales, c'est une obligation depuis un certain temps. Nous, on a décidé de se doter d'un SPASER il y a un peu plus de 2 ans, même si ce n'était pas une obligation, parce qu'on pensait que l'outil était intéressant. Et tout ça va alimenter le parcours RFAR. Et lorsqu'on a vu de toute manière le premier domaine du parcours, c'était notamment cette question majeure, il fallait prouver l'engagement, et ça passait par ces documents stratégiques. Et ce qu'on dit dans ces documents stratégiques, déjà, c'est qu'on se positionne dans un corpus stratégique de l'État. Donc, par exemple, le plan national des achats durables, on a une planification écologique du système de santé aussi. Donc, tout ça, on s'intègre dans cette planification. Ça nous oblige, nous, à travailler en cohérence. Hein. Quand on va annoncer une stratégie, on vérifie évidemment si on est en cohérence. Et un des éléments vraiment importants,
et ça se réfère à la norme ISO 20400 aussi qui a été évoquée côté médiation des entreprises, et qui est vraiment en sous-tend tout le parcours. C'est une démarche globale d'achat responsable qui ne se limite pas à l'approche environnementale. Et ça, c'est un biais qu'on voit souvent. Souvent, il va y avoir des raccourcis pour dire on fait par exemple de la décarbonation, ou on fait que de l'environnemental. Nous, vraiment, on est sur toute la dimension achat responsable, c'est-à-dire les 3 piliers, environnemental, social et économique, avec le prix, mais au-delà du prix. Par exemple, l'impact économique dans les territoires. C'est tout ça qui rentre dans notre stratégie. On a choisi le parcours. Alors j'avais fait une belle diapo, mais vous ne pourrez pas la voir. Mais je vais vous résumer ça. Il y a 6 principaux arguments. Alors il y en a un, c'est une méthode, c'est un référentiel. Quand on a envie de s'engager là-dedans, on peut être un peu perdu. Enfin, nous, on a vu ce sentiment-là d'une complexité énorme. Et bien là, vous avez vraiment un outil opérationnel qui décline la norme ISO 20400, ça a été bien expliqué. Et c'est comme une feuille de route prête à l'emploi, hein, donc c'est extrêmement intéressant. Une méthode, un référentiel, point 1. Le deuxième point, c'est que le référentiel en fait pousse plein d'outils de retour d'expérience, enfin le parcours et qui a été outillé, on pousse plein d'outils, par exemple des outils d'autodiagnostic, des retours d'expérience, quelles sont les bonnes pratiques pour répondre à tel critère, telle référence. Et ça c'est très intéressant, ça permet d'aller beaucoup plus vite que si on partait d'une feuille blanche. Et quelque chose de très important, c'est que ça nous apporte une reconnaissance que je qualifierais d'opposable. C'est qu'à un moment, ça permet quand même de dire, je me suis engagé dans une démarche, j'ai été audité, je suis audité chaque année, et voilà ce qui fonctionne bien, voilà ce qui ne fonctionne pas bien, mais tout ça est opposable avec un tiers indépendant qui vient regarder ce que vous faites. On ne peut pas faire semblant. On ne peut pas faire semblant, on est obligé d'avancer avec une notion de preuve, donc c'est opposable. Ce qu'on a aussi beaucoup aimé, c'est que c'est une approche modulable et qu'on a trouvé assez pragmatique. Par exemple, vous pouvez tout à fait... Enfin, ça peut faire peur, une démarche de certification, d'audit, on dit on n'a pas le temps, on a 12 000 trucs à faire. Enfin, souvent les acheteurs ils disent on a des injonctions de partout, on ne va pas nous rajouter des choses. Ce qui est intéressant dans le parcours, c'est que vous pouvez définir votre rythme. Vous pouvez signer la charte qui vous a été présentée. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'audit dans l'année. Vous pouvez attendre 2 ans, 3 ans. Vous pouvez aussi définir les périmètres sur lesquels vous allez vous être labellisé. Donc, par exemple, dans le champ de l'hôpital, mais c'est transposable ailleurs. Dans le champ de l'hôpital, ce qui fait très peur, c'est de devoir appliquer ça au niveau des groupements hospitaliers territoires qui rassemblent plein d'établissements. Et donc, harmoniser tous les établissements, c'est compliqué. Vous pouvez tout à fait décider de partir sur un établissement et sur certaines filières de soins ou sur certains champs. Vous n'êtes pas obligé d'aller partout. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça vous permet quand même d'engager la démarche, d'avoir des preuves de résultats sans être dans quelque chose d'extrêmement exigeant qui va mettre sous l'eau vos équipes. Et une des conséquences de ça, c'est le 5e pas, c'est que c'est un projet fédérateur. Nous, quand on s'est engagé, on le sentait venir, mais on avait sous-estimé le côté fédérateur dans les équipes. Lorsqu'on travaille sur la responsabilité environnementale, ça a beaucoup de sens pour beaucoup de monde. Et donc, ça a été un projet très fédérateur en interne. Il y a eu la mobilisation de pas mal de monde. Et enfin, le 6e point, c'est que quand on fait ça, alors oui, on se transforme nous, mais c'est aussi un engagement de qualité pour nos adhérents, nos fournisseurs, pour vos clients, pour vos citoyens, enfin peu importe, à qui vous rendez des services, et également vos fournisseurs. Donc tout ça, ces 6 points, alimentent une démarche d'amélioration continue. C'est pour ça que je dis c'est une vraie démarche de performance globale. Nous, on l'a complètement vécu comme ça. Donc, avec du recul, on s'estime beaucoup plus performant qu'avant le parcours. Alors, donc, il y a différents intérêts pour la fonction achat. Ça permet une reconnaissance de la fonction achat. Je parlais de projet fédérateur. Souvent, on l'expliquait, c'est porté par la fonction achat, même si le projet doit être transversal. Mais souvent, la fonction achat le porte. Donc, nous, on est un groupement acheteur, donc la fonction achat est au centre de notre ADN. Mais par exemple, on le voit dans les hôpitaux, ça permet à la fonction achat de gagner en légitimité, en visibilité, en transversalité. Donc ça, c'est très intéressant pour une fonction achat, où parfois on peut se sentir être écarté d'un certain nombre de décisions ou pas suffisamment prise avec le prescripteur. Donc ça, c'est quelque chose d'assez. Ça permet d'appuyer une démarche de transformation de l'achat, de la fonction achat, de compétences, parce que ça permet d'aller vers cette notion de performance globale dont je parlais.
Ça permet d'offrir de nouvelles garanties aux fournisseurs. Ça, on a remarqué que ça nous a apporté grandement dans la confiance qu'on générait auprès de nos fournisseurs et du coup dans nos capacités d'ajustement avec eux. Et évidemment, ça permet d'activer des leviers qu'on n'activait pas suffisamment, ou par exemple l'approche par les prix était trop dominante, et ça nous a permis de développer d'autres leviers. Et c'est tout particulièrement important dans le champ de la santé, mais je pense que c'est vrai sur d'autres secteurs, par exemple sur les enjeux de sécurisation d'approvisionnement, où la logique du prix peut être très dangereuse. L'exemple vraiment très très marquant, c'est le médicament, où une logique de réduction des prix peut conduire à des ruptures d'approvisionnement. Enfin, je ne vais pas vous faire tout le raisonnement, mais c'est quand même ça, aller vers des approches multifactorielles, c'est quand même très intéressant, sans parler évidemment du sens de la démarche par rapport à des enjeux environnementaux qu'on a tous compris. Notre parcours RFAR, il y a eu des questions sur le temps que ça prenait, etc. Donc nous, on a fait le parcours classique avec la partie diagnostic qui permet assez facilement quand même de se positionner, c'est intéressant, avec des outils prêts à l'emploi. Nous, on les a un peu déclinés nous concernant, mais je pense que c'est quand même assez prêt à l'emploi pour pas mal de personnes. Une fois qu'on a fait ce diagnostic, ça permet d'avoir un plan d'action. Et là, on est entré dans une démarche d'amélioration continue. Donc nous, on arrive à notre 3e année, la fin de notre cycle. Et chaque année, on est audité. Chaque année, on regarde notre plan d'action, on l'améliore, on progresse. C'est devenu extrêmement structurant dans notre organisation. Donc on a été labellisé en janvier 2022. Enfin, on a été audité fin d'année 2021. On a reçu les résultats officiel en 2022, et donc on arrive à la fin de notre cycle de 3 ans, on va avoir un audit un peu plus engageant, on pourrait potentiellement perdre notre label, mais de toute manière c'est devenu tellement structurel dans notre organisation qu'on est très, très sûr de nous, parce que on n'arrête pas de développer, chaque année on progresse, donc c'est extrêmement vertueux. Donc on a parlé des engagements de la charte, donc il y en a 10, et c'est intéressant déjà de lire la charte, ça vous donne quand même une idée. Il y a des engagements qui sont, on voit très bien où ça va, par exemple une relation financière responsable avec des fournisseurs, on voit tout à fait le lien avec les délais de paiement dont on a parlé, les indicateurs à mettre en place, le taux de dépendance, voilà, des indicateurs un peu cardinaux. Mais voilà, dans le champ de la santé par exemple, c'est un gros sujet. Et les délais de paiement, à l'hôpital en tout cas. Donc ça peut être, en tout cas c'est clair, mais ça peut être compliqué à mettre en œuvre. Et il y en a d'autres qui sont plus larges, où la transformation elle peut être plus profonde, plus majeure. Par exemple, il y a l'objectif de la charte, intégrer les problématiques de responsabilité environnementale et sociétale. Donc là, on voit bien qu'on est dans une transformation globale via la RSE. Et là, effectivement, c'est une démarche de plus long terme. Mais il y a plein de choses sur lesquelles on peut agir relativement rapidement. Nous, on l'a expérimenté. Alors, une fois que je vous ai dit ça, un petit peu qui on est, notre stratégie, notre parcours RFR, comment ça s'est passé, où on en est, quels impacts ça a eu concrètement pour nous. Alors, déjà, il y a un aspect quand même intéressant. Le tout début, quand même, c'est l'engagement. Et là, nous, déjà, la direction générale s'est engagée. Donc, moi, je suis directeur général adjoint. Donc, toute notre direction générale s'est engagée. On est passé par notre gouvernance, on a un conseil d'administration, une assemblée générale. Enfin, tout ça a été... il y a eu cet embarquement global de toute la gouvernance du RESA. Et puis, ça se décline dans toute l'organisation. Et là, on a dû ajuster notre organisation, nos processus. Et là, ça va à la maille, nous, notre unité de production, si vous voulez, d'une certaine manière, ça va être le marché. Ça va être le lot qu'on va mettre à disposition. Et ça se décline à ce niveau-là. La formation de nos acheteurs, la façon de rédiger nos dossiers de consultation, de suivre l'exécution de nos marchés. Donc, c'est les critères, les clauses, les conditions d'exécution. C'est tout ça qui a été transformé. Donc, ça irrigue toute notre organisation. Nous, on a une centrale d'achat. On met à disposition des marchés, on a un centre de ressources et d'expertise, on met à disposition des services d'appui à la professionnalisation, des formations, des animations de réseau, etc. Et c'est toute notre activité qui a été impactée par ça. Je vous l'expliquais, nous, on a décidé de prendre tout le champ de l'achat responsable. Donc, quand on prend par exemple l'achat public économiquement responsable, on a mis en place les indicateurs qui nous permettaient de piloter le taux de dépendance, par exemple, rapporter l'achat à un chiffre d'affaires de nos entreprises qu'on ne pilotait pas.
On savait qu'il fallait le faire, on ne le faisait pas. Donc ça, c'est un exemple. La digitalisation de la facturation, effectivement le suivi des délais de paiement avec une harmonisation de la manière de piloter, etc. Donc voilà, il y a plein de choses concrètes. L'achat public socialement responsable, alors ça, on est en train d'accélérer, mais c'est tout, par exemple, dans l'achat public, le recours à des entreprises d'insertion, à des entreprises adaptées, des ESAT, toute la partie inclusion liée à la commande publique, qui est souvent un parent pauvre d'une démarche achat responsable. Dans les faits, voilà, quand on regarde d'autres collègues, on le fait un peu moins. Alors, nous, on est en train de le développer, mais d'autres le font aussi. On n'est bien sûr pas les seuls. Donc, on est en train de constituer une filière santé-handicap. Il y a toute une structuration de filière à mettre en place, évidemment, lorsqu'on s'attaque à ce type de sujet. Et l'achat public écologiquement responsable, c'est la façon, nous on a tendance à distinguer deux choses, la façon de mobiliser la fonction achat avec des indicateurs comme par exemple les considérations environnementales, quelles clauses, quels critères à 5%, à 10%, à 15% on met en place. Et puis les impacts, à un moment on va se dire par exemple combien de produits réemployés sont utilisés dans nos marchés. Et ça, ces indicateurs de résultats sont plus compliqués à obtenir, mais on est en train de mettre en place ces conditions pour le faire. Vous aurez compris, derrière tout ça, il y a aussi, je vais parler d'indicateurs parce que c'est quand même assez important à un moment, c'est tout le principe de redevabilité qui est posé dans la norme ISO 26000, qui irrigue la norme ISO 20400 sur les achats responsables. La redevabilité, c'est pouvoir parler de ce qu'on fait tout simplement, être redevable de ce qu'on fait devant la société. Et si on n'est pas capable de mesurer, c'est compliqué, parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Donc c'est pas du tout évident. Donc on est en train de développer. Vous m'entendez. Donc pas mal d'indicateurs, ça suppose de structurer les systèmes d'information, la façon de les collecter, de les restituer, nous au public, mais aussi à nos adhérents de façon individualisée. Donc vous voyez un petit peu tous les enjeux de transformation qu'il peut y avoir en termes de système d'information. Un autre élément de changement qui nous a beaucoup marqué et que je souhaitais partager avec vous, c'est toute la partie relations fournisseurs. Parce que Laurent Denoux l'a expliqué aussi, c'est un moment. À l'origine, la partie relations fournisseurs était très importante dans le label. Ça s'est étendu parce qu'en fait, le lien entre l'achat responsable et la relation fournisseur est complètement étroit. Et donc ça, nous, on l'a bien mesuré. C'est aussi ce qu'on a aimé dans le label RFR, c'est de lier les achats et la relation fournisseur. Et il peut y avoir parfois la tentation pour un acheteur public d'avoir une forme de méfiance par rapport à un fournisseur, parce qu'il faut être très indépendant. On peut tout à fait être indépendant tout en ayant des relations de confiance avec des fournisseurs. Donc nous, d'ailleurs, on distingue les parties de veille avec les parties pure procédure, sourcing, etc. Et puis, c'est tout à fait compatible avec des dispositifs d'écoute active. Par exemple, nous, on a mis en place des dispositifs d'écoute active, des démarches d'écoute active. On a mis en place une médiation, ce qui est une obligation si on rentre dans le cadre du label, pour pouvoir éviter d'aller vers des règlements conflictuels. Et donc, on a adapté notre organisation en créant une fonction de médiateur. On a créé aussi un pôle environnemental et social. Alors, par rapport à ça, ce qui peut inquiéter aussi, c'est de se dire ça fait beaucoup d'organisations, beaucoup de temps à passer. D'abord, nous, on est allé dans une démarche exigeante, mais comme je vous l'expliquais, c'est modulable, à chacun de définir son rythme. Ensuite, on a finalement peu de ressources 100% dédiées. On a plutôt mis en place des fonctions et on a pris un peu de temps des uns et des autres et on a organisé la mobilisation de ce temps. Donc c'est tout à fait possible sans mobiliser XETP, équivalent temps plein, de s'engager dans la démarche. On peut, je dirais, à ressources constantes s'engager dans la démarche, puis en fonction de la croissance des objectifs, y aller. C'est ce qu'on a fait nous d'ailleurs. On a progressivement investi au regard de la valeur que ça a généré. C'est un modèle de valeur qui va un peu plus loin que l'approche purement économique. Il y a une présentation, Laurent Denoux vous a montré les 5 domaines. Je ne vais peut-être pas revenir dans une approche par les 5 domaines, surtout que j'ai commencé à illustrer avec des exemples, mais grosso modo, ce qui est intéressant, si vous ouvrez un référentiel, vous verrez que dans les 5 domaines, il y a des critères, voilà, et sur chaque critère, il y a des exemples de bonnes pratiques. Nous, on a trouvé ça très inspirant, et du coup, on a essayé de s'aligner sur les bonnes pratiques, puis on en a développé par nous-mêmes.
Alors, par rapport à cette démarche qu'on a développée par nous-mêmes, pour vous donner quelques exemples, on promeut effectivement l'analyse par les risques, qui permet finalement d'orienter un petit peu, de hiérarchiser la manière dont l'acheteur va se positionner sur un sujet. Donc, on a mis en place une démarche de matrice de risque. Alors, avant d'entrer dans cette présentation de la matrice, on a mis en place deux choses. Une approche des risques sur la fonction achat en elle-même, par rapport à des risques contractuels, des risques sur la relation prescripteur, des risques éthiques, des risques de performance. Tout ça, on fait une analyse de risque documentée sur notre fonction achat, et ce qui nous permet d'avoir un plan de couverture du risque derrière. Et ensuite, on a une approche thématique sur les risques qu'on va appliquer à nos procédures. Donc là, on va par exemple sur un marché de meubles, on va commencer à identifier différents risques RSE, droits de l'homme, conditions de travail, environnement, loyauté des pratiques, etc. Donc on est parti des normes ISO 26000, 20400 qu'on a déclinées dans une matrice. Cette matrice, elle est disponible on a un site de partage, donc on le met à disposition de la communauté comme un outil de travail. Nous, on n'est pas l'Agence nationale d'appui à la performance dans la santé ou un ministère. C'est simplement qu'on partage nos outils de travail qui peuvent inspirer certains de nos adhérents ou de nos fournisseurs. Et donc cette matrice de risque, elle va nous permettre, nous, de choisir des risques qu'on va couvrir dans le cadre de notre marché par différents moyens. Ça peut être une clause, une exigence X, une condition d'exécution qui va nous permettre de mitiger le risque. On ne va pas prendre tous les risques, parce que c'est monumental. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, c'est que ça peut faire peur quand on voit l'ensemble du champ à couvrir. Et c'est pour ça que cette approche hiérarchisée est importante et documentée. C'est que l'acheteur va dire, là je pensais que le risque important sur ce marché c'était celui-là, et c'est celui-là que j'ai traité pour telle et telle raison. La documentation, l'argumentation est importante. C'est ça aussi qu'on a appris à faire dans le cadre du parcours RFR, c'est d'expliquer pourquoi on va à tel endroit et avec une documentation à l'appui. Donc on peut trouver ça un peu formel parfois, mais c'est souvent très utile tout de même. Et notamment même dans le partage d'informations en interne, nous ça a généré une fluidification quand même des échanges d'informations au sein du RFR. Dernier aspect que je voulais partager avec vous, et on l'a évoqué, c'est que dans le dernier domaine du référentiel, c'est un petit peu un axe partenarial, c'est-à-dire un moment comment on va agir avec notre écosystème pour amplifier l'impact. Et nous, c'est vrai qu'on s'est senti particulièrement redevable de quelque chose en tant que centrale d'achat, parce que, comme je vous l'expliquais, on est entre nos 3000 adhérents, nos 700 fournisseurs, sans parler de nos partenaires institutionnels, que ce soit les ministères, les agences. Donc on a un rôle privilégié. Et donc on s'est dit qu'on devait restituer quelque chose à ces acteurs-là. Donc les fournisseurs, je vous en ai un peu parlé. Côté adhérent, on a créé un guichet de l'acheteur hospitalier responsable via notre centre de ressources et d'expertise sur l'appui à la professionnalisation des acheteurs. Et on met à disposition des ressources, de l'information, on oriente vers des ressources comme les ressources de Maximilien, par exemple le guichet vert. On essaie d'identifier toutes les bons outils, toute l'aide qui est disponible, parce que voilà, le sujet est quand même complexe, et on le met à disposition. C'est par exemple la matrice de région dont je vous parlais. On crée aussi des groupes d'études et de benchmarking entre hospitaliers. Lorsqu'ils sont partants, on fait des appels à manifestation d'intérêt. Et s'ils n'ont pas trouvé la valeur ailleurs, ils viennent dans nos groupes. Et là, on partage des bonnes pratiques. Donc, par exemple, on a mis en place un groupe sur la déclinaison du parcours RFR à l'hôpital. Parce qu'il y avait plein de spécificités. Et il y avait certaines choses qu'il fallait un petit peu adapter. Et donc, il y a un groupe qui a travaillé sur ce sujet-là. Et ce qui a permis d'ailleurs à un premier hôpital d'être labellisé, le CHRU de Nancy, d'obtenir le label RFR. Et là, on essaie d'embarquer d'autres de nos adhérents dans le parcours RFR. Donc, on a un petit peu un rôle de promotion d'outils ou de démarches qui sont utiles, dont la démarche RFR. Donc, nous, typiquement, au-delà du fait de nous-mêmes nous engager dans la démarche, on a décidé de promouvoir auprès de nos fournisseurs et de nos adhérents la démarche RFR, parce que, voilà, ça sera mon mot de la fin, c'est clairement une démarche de performance. Nous, on le perçoit comme ça, de performance globale.
dans le champ achat, santé. Il y a une époque où on parlait beaucoup de gains économiques sur les achats. Et bien là, il y a vraiment une diversification des critères de performance. L'exemple de la sécurisation d'approvisionnement est évident, mais il y en a d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Donc nous sommes engagés dans cette démarche. Et voilà, le mot de la fin, c'est allez-y, c'est modulable, c'est intéressant, ça permet d'embarquer les équipes et ça génère de la performance. Merci beaucoup. Alors, on espère qu'à l'issue de ce webinaire, on aura, voilà, les intervenants auront convaincu de s'orienter vers ce label. Je vous laisse, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est vrai que là, on a eu des témoignages de secteurs totalement différents. Donc, on voit que le label voilà, est très, très large. Il permet de toucher des structures, des secteurs d'activité complètement différents. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et des tailles aussi de structures différentes. On ne peut que vous encourager à y aller. On ne voit plus de questions, donc on va peut-être arrêter le webinaire pour aujourd'hui. Je ne sais pas, Anaëlle, si tu veux rajouter quelque chose ou si on peut Non, peut-être je trouve libérer que beaucoup de choses ont été dites, des témoignages très effectivement riche. intéressants et motivants, comme le dit Madame Ouais. Ribaud. Je pense j'ose espérer qu'on va avoir du monde qui va au moins passer le pas de la charte d'engagement, parce que c'est vrai que du coup, Ouais. c'est quand même moins gros comme engagement pour commencer, et puis peut-être par la suite plus de labellité. Et puis en tout cas, merci beaucoup à nos intervenants pour ces super interventions, et merci aussi aux participants. Vous êtes restés très nombreux tout du long, donc merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup. Et donc, on vous transmettra le replay et les supports. Alors, Monsieur Biancarelli, si vous avez un support à nous Ouais, transmettre, n'hésitez pas. désolé pour le problème technique. Bah, vous aurez le résumé formalisé de tout ce que j'ai. Je vous envoie ça dans la foulée dès que mon ordinateur le permet. Non, pas de souci. Merci beaucoup, Raphaël, d'avoir mobilisé, vous êtes mobilisé, d'avoir mobilisé. Merci à vous pour Voilà. l'invitation. Puis on va voir si ce club pouvait essaimer sur le territoire métropolitain. Merci beaucoup. Bonne fin de journée, bel été à tous. Merci, au revoir. Merci, Bonne journée, bonne au fin de revoir, journée. merci. Je vous remercie, au revoir.